Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 257e briefing, notre traditionnel éclairage sur l'actualité, avec aujourd'hui, bien, c'est comme dans les meilleurs restaurants bretons, galette complète, puisque nous avons nos deux intervenants et qui vont aborder tous les sujets, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, économie, diplomatie, tout, donc ça va être absolument parfait. On va commencer directement avec Arnaud aujourd'hui. Donc, il va nous parler d'économie et de politique intérieure. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Et donc, ensuite, Igor nous parlera plus de diplomatie. Je crois qu'il y a aussi pas mal de choses. Donc, un briefing très complet qui se prépare. C'est à toi, Arnaud. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, une densité, une actualité assez dense, s'agissant de l'économie, des sujets de politique intérieure et évidemment de diplomatie. En ce qui concerne l'économie, il y a eu tout d'abord la publication de quelques chiffres par Rostat, chiffres relatifs au mois d'avril, au mois de mai pour certains. Euh, que faut-il en retenir? Un léger rebond de l'activité en avril, puisque le PIB de la Russie a augmenté de 1,9% contre 1,1 en mars. Chiffres que corroborent ceux de l'industrie, plus 1,5 alors qu'on était à plus 0,6 en mars. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quel secteur contribue à ce rebond de l'industrie. Ce ne sont plus les industries de transformation qui tournent à plein régime et qui n'ont plus beaucoup de marge. C'est cette fois-ci le secteur extractif qui était plutôt faiblard, si j'ose dire, depuis des mois. Alors on verra si ça se confirme, hein. Il faut au moins 2 ou 3 mois de suite pour que l'on voit s'affirmer une tendance. Mais si les industries de transformation, et notamment celles liées aux industries de défense, maintiennent leur niveau d'activité, et si par ailleurs le secteur extractif retrouve quelques couleurs, eh bien cela pourrait soutenir l'activité cette année. Parmi les autres chiffres significatifs et qui sont en ligne avec ce que je viens de dire, les ventes de détail en avril, plus 1,9% aussi. L'inflation, et j'en terminerai sur la macroéconomie, qui continue son ralentissement. Alors rien de très spectaculaire, on est sur une courbe très légèrement descendante, 9,78 en rythme annuel au 20 mai, mais cela alimente les discussions, les revendications, les exigences, diront certains, vis-à-vis de la Banque centrale, dont il se dit qu'elle pourrait, lors de sa prochaine réunion, la réunion des directeurs, procéder à la première baisse de son taux directeur depuis l'année dernière. Certains disent que ce taux directeur pourrait passer de 21 à 19%. Nous verrons bien, mais en tout cas, on voit que quelque chose va s'enclencher euh, au cours des semaines et des mois qui viennent. Il y a d'autres chiffres moins réjouissants. Là aussi, il faudra voir si ça se confirme, si ça constitue une tendance, ou si, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises, il s'agit d'un incident de parcours. Les rentrées budgétaires liées au pétrole et au gaz, euh, au mois de mai, donc des chiffres très récents, ont atteint 512 milliards de roubles, et c'est 35% de moins qu'à la même époque de l'année dernière. À cela, deux causes hein, qu'on évoque régulièrement lors de nos briefings. D'abord, un cours du pétrole qui est inférieur par rapport à celui du début de l'année, par rapport à celui de l'année dernière. En mai, par exemple, le pétrole russe en moyenne s'est vendu à 52 dollars le baril. Il était à 67 en début d'année, donc il y a une tendance très claire. Et par ailleurs, le rouble est fort. Il y a moins de 60, de 80 pour le dollar. Donc tout ça, évidemment, se traduit de façon désormais visible dans les rentrées budgétaires. Je rappelle que le gouvernement a revu sa copie s'agissant du budget 2025. Le correctif budgétaire a été voté par la Douma d'État. Et quels sont les paramètres liés au pétrole? 56 dollars par baril
par rapport donc à 52 du mois de mai, donc on n'en est pas très loin. Et 80 roubles pour 1 dollar, là on voit qu'on est très loin. Donc l'hypothèse en réalité la plus probable, c'est que d'une façon ou d'une autre, le gouvernement laisse filer le rouble, mais il n'a pas toutes les cartes en main. Il ne peut pas décréter comme ça la baisse du rouble. Il peut laisser filer certaines choses. Il peut voilà, plus ou moins intervenir à la marge, mais dans le contexte très particulier du marché d'échange des devises, c'est beaucoup moins fluide et les courroies de transmission sont moins évidentes qu'en temps normal. Donc, encore une fois, la solution de facilité et la plus évidente, c'est non pas une dévaluation, mais quelque chose qui ressemblera quand même à un effritement du cours du rouble, un retour à des niveaux proches de 90-95 pour 1 dollar. Encore une statistique, oui, d'Eurostat, le salaire moyen a atteint fin mai 98 000 roubles. Je parle bien du salaire moyen, pas du salaire médian, qui est largement inférieur, autour de 65 000. Ça veut dire que très prochainement, le salaire moyen en Russie va franchir le seuil symbolique des 100 000 roubles. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que seuls 10% des personnes interrogées disent avoir constaté récemment une amélioration de leur situation matérielle. Ça veut dire que la perception de l'inflation reste très, très forte et que les augmentations de salaires nominaux, même en salaire réel, ne sont pas vraiment perçues par l'immense majorité de la population. Quelques nouvelles sectorielles avec les exportations de blé qui devraient baisser d'environ 20% au cours de la campagne 2024-2025 qui est en train de se terminer avec des causes essentiellement météorologiques. Ces exportations de blé s'établiront autour de 42 millions de tonnes cette année. Les ventes de voitures qui restent en zone rouge avec une baisse de 27% en mai, en glissement annuel. Enfin, quelques nouvelles de nos amis italiens d'Unicredit. Vous savez, cette banque qui, avec Raiffeisen, est l'un des derniers établissements bancaires européens présents en Russie, en tout cas dans le secteur des banques de détail. On a appris que plusieurs investisseurs en provenance des Émirats arabes unis pourraient racheter la filiale russe de la banque italienne à des conditions qui sont les conditions nouvelles édictées par le gouvernement russe, hein, des conditions drastiques. La vérité, c'est que les vendeurs ne retirent pratiquement plus rien de leur cession. On verra si ce précédent accélère le dossier Raiffeisen. Mais en tout cas, donc ce serait un pays du Golfe, cher à Igor, qui serait sur les rangs. J'en viens maintenant à l'actualité sociétale et l'actualité de politique intérieure avec des nouvelles du jour. D'abord, le British Council qui a été déclaré organisation indésirable en Russie, ce qui veut dire très concrètement qu'il ne peut plus opérer. Alors, il y a un certain temps que le British Council n'était plus présent en Russie, mais c'est dans la gradation des sanctions et des risques encourus en cas de collaboration, c'est le niveau le plus élevé. Euh, Toujours dans ce registre, nous avons appris, et moi à titre personnel, strictement personnel, avec une certaine consternation, le classement de M. Alexei Raksha, démographe de son État, dans la liste des agents étrangers. Alexei Raksha était l'un des démographes et est l'un des démographes de Russie les plus connus. Il avait été licencié de Rostat en 2020. À l'époque, on lui reprochait, semble-t-il, de publier des chiffres crédibles et véridiques à propos de la mortalité liée au Covid. Il continuait ces dernières années ses activités de recherche de façon extrêmement sérieuse dans beaucoup de domaines. Il a eu, semble-t-il, le tort de s'exprimer de façon un peu trop ouverte et émotive à propos des chiffres de la natalité et de la mortalité de 2025. La sanction est tombée et donc M. Raksha ne pourra plus travailler en Russie. C'est ça la vérité. Et ses talents seront sans doute mis à profit par des structures d'autres pays. Un sondage
de l'Institut Levada, lui aussi agent étranger en Russie, avec une évolution assez sensible du soutien à l'opération militaire spéciale au sein de la population russe, du stop ou encore s'agissant des opérations militaires. Le Centre Levada fait ce sondage tous les mois depuis mars 2022. Donc on a vraiment des repères très clairs. Et là, que voit-on? On voit que d'abord, le soutien d'ensemble à l'opération militaire spéciale est très élevé, 80%. Ce qui change, c'est une montée très claire de 6 points, je crois, en faveur de négociations immédiates. 63% des répondants se disent favorables à des négociations immédiates. Et à l'inverse, une baisse sensible à 28% des personnes prônant la poursuite de l'opération militaire spéciale. Euh, alors tout ça est lié évidemment, en tout cas ce sondage a été conduit à l'approche des discussions d'Istanbul. Mais le sujet du jour, en tout cas de ces dernières heures, c'est un sujet, certains diront c'est un fait divers, c'est chronique policière. En fait, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, dit beaucoup de choses de la Russie, des rapports de force, du fond de l'air à Moscou. Il s'agit de l'interpellation, enfin, ou de l'enlèvement, plus précisément, d'un blogueur, Monsieur Areg Shepikin, qui a été kidnappé, en tout cas ce qu'on a vu sur les vidéos surveillance ressemblait bien à un kidnapping, à la gare, dans une gare de Moscou, la gare de Yaroslav, pour ceux qui connaissent la capitale russe. Certains ont reconnu des éléments tchétchènes parmi les kidnappeurs. Euh, alors tout ça a fait beaucoup de bruit parce que ce monsieur est assez connu. La blogosphère et la mouvance Z ultra-patriotique s'en est également saisie pour s'en émouvoir sur le mode, mais comment se fait-il que ce soit possible dans le centre de Moscou? Finalement, ce monsieur donc a été enlevé, retenu quelques heures, il a été forcé à prononcer des excuses parce que il a été accusé, entre guillemets, on ne sait pas trop par qui, mais d'avoir diffamé l'islam, le Coran, etc., etc. Toujours est-il que il a été libéré, que les, les personnes qui l'ont kidnappé ont été interpellées, qu'une enquête criminelle a été ouverte à l'égard de ces personnes-là, mais que par ailleurs, le blogueur en question, lui aussi sera poursuivi, puisque la justice russe semble avoir voilà, des choses à lui reprocher sur le fond de ses propos. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est que c'est un signal à l'égard des autorités de Grozny. Il y a eu plusieurs affaires plus ou moins médiatisées sur des enlèvements, ou en tout cas des arrestations manu militari hors Tchétchénie, mais en Fédération de Russie, de Tchétchènes qui avaient maille à partir avec M. Kadyrov ou d'autres, qui ont été ramenés de force en Tchétchénie. Là, il me semble que le signal envoyé par la justice russe, quand je dis justice russe, c'est le comité d'enquête, donc en réalité, c'est plutôt les structures de force, c'est stop. Ne faites plus ça à Moscou, on ne le tolérera plus. En tout cas, c'est à ce stade, c'est mon interprétation. Donc une affaire intéressante qui va bien au-delà du cas particulier de ce blogueur qui lui aussi va avoir d'autres problèmes avec la justice russe, qui renvoie dos à dos finalement toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Mais le plus inattendu pour moi, c'est quand même les poursuites pénales contre ces personnes qui ont de fait enlevé le blogueur Shepikin en gare de Yaroslav à Moscou. Voilà ce que je pouvais dire, Président, aujourd'hui. Alors, ces jeunes gens qui ont été arrêtés, ils ont été identifiés comme faisant partie d'un service d'ordre Kadyrov ou ils ont. Alors,
ce que l'on sait, c'est que le 4 juin, c'est-à-dire hier, un ministre de gouvernement de Tchétchénie a déclaré, hein, qui s'appelait Doudaïev d'ailleurs, probablement sans aucun lien de parenté avec euh, l'ancien dirigeant de l'Ichkérie, il a déclaré qu'il n'avait pas été enlevé, mais arrêté, interpellé par les forces de l'ordre tchétchènes. Bon, la question qui se pose, c'est quelle autorité le ministère de l'Intérieur tchétchène a sur le territoire de la ville de Moscou. Là, c'est pas clair du tout. Enfin, si, ça commence à être clair puisque la justice russe a ouvert une enquête criminelle considérant qu'il y a eu, enfin, que les pouvoirs ont été outrepassés. Alors, des questions concernant l'Evada, enfin le truc comme ça. Donc, c'est un tout petit peu con, enfin pas contradictoire, mais il y a toujours un grand soutien, donc l'opération spéciale. Par ailleurs, il semblerait clair pour beaucoup de monde que la Russie est en position de force, notamment sur le terrain, et on dit depuis des années que tout va se décider sur le terrain. Et pourtant, euh, le désir de négociation suggère plutôt une lassitude. En fait, il y a deux tendances, me semble-t-il. D'abord, une adhésion à des degrés divers, hein, puisqu'il y a je soutiens plutôt, je soutiens franchement, bon, mais un soutien d'ensemble euh, à la politique des autorités russes, bon, mais il y a aussi une appétence de paix, une demande de paix, mais qui n'est pas n'importe quelle paix. Là aussi, Igor en a parlé lors de précédentes séances. On voit que l'opinion est plutôt en phase avec les revendications du Kremlin, c'est-à-dire en réalité une paix qui ressemble à une capitulation de l'Ukraine. Oui, d'où la question, je ne sais pas si le sondage en parle, mais on nous demande quel pourcentage de cette population accepterait le gel de la ligne de front en tant que frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors je regarderai, je suis pas certain que la question ait été formulée de la sorte. Dans le sondage Levada, il y a d'abord une question sur l'attention portée aux événements en Ukraine. En gros, est-ce que vous suivez de près, de très près ou de plutôt ou de loin? Le soutien. Alors il y a aussi comment dire une analyse par catégorie socio-professionnelle, par âge. Je ne suis pas certain que la question ait été formulée comme ça. Alors, pour revenir au tout début de ton intervention à propos du secteur extractif, ça concerne tous les éléments du secteur, je imagine charbon, le cuivre, le fer, on n'a pas de détails particuliers À ce là-dessus. stade, on n'a pas de détails, ce sont des premières données. Bon, le pétrole et le gaz sont plutôt sur une tendance ascendante, alors que, eh bien, on le sait, Gazprom a eu beaucoup de déboires depuis 2022. Et le secteur pétrolier était assez contraint par les contrats de l'OPEP, par les quotas, pardon, de l'OPEP. Donc, on verra la distribution secteur par secteur. Mais les hydrocarbures, qui encore une fois étaient faibles depuis 2 ans, voire 3 ans, pourrait constituer un soutien assez inattendu à l'activité industrielle en Russie. Et donc, on a aussi une réaction sur le blogueur. On nous demande si une telle arrestation, entre guillemets, se passait sur le territoire tchétchène, quelle serait la réaction du Kremlin et de la Petrovka? J'imagine que si ce sont les autorités locales tchétchènes, elles se sentiront en droit de le faire, sans que le Kremlin... oui, tout à fait. D'accord. Bien, eh bien, on va arrêter là sur l'aspect intérieur et économique et passer directement à la parole à Igor, qui va nous dire quels sont les développements sur le front diplomatique. Est-ce qu'il s'est passé des choses à Istanbul ou ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des réactions à ce qui a pu se passer d'ailleurs aussi également sur le territoire russe avec des événements assez curieux? Donc, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, je vais commencer par les suites de ce deuxième tour de discussion d'Istanbul dont je vous ai parlé lundi, puisqu'on en a su un peu plus. Alors, hormis le contenu des mémorandums hein, donc, que j'avais déjà évoqué, on en sait un petit peu plus sur notamment la question des échanges auxquels les Russes et les Ukrainiens se préparent à se livrer. Donc, d'abord, à commencer par les échanges de prisonniers, puisqu'il est question que Russes et Ukrainiens échangent 1000 prisonniers chacun,
Ça pourrait monter à 1200 selon les sources. Cet échange devrait intervenir entre le 7 et le 9 juin, donc assez brève échéance, avec ce critère que j'évoquais lundi, à savoir que seront considérés comme prioritaires d'abord les blessés graves et les jeunes soldats, c'est-à-dire ceux âgés jusqu'à 25 ans, qui seront donc échangés en priorité. Parallèlement à cela, il y a un autre échange qui se prépare, c'est celui des corps, puisque, selon M. Medinsky, qui emmène la délégation de négociateurs russes à Istanbul, eh bien, il sera 6000 corps de militaires décédés qui vont être remis prochainement à l'Ukraine par la Russie. Et la Russie devrait recevoir également aussi un certain nombre de corps de ces soldats tombés dans l'opération spéciale. Donc pour l'instant, on en est là. Les choses se préparent. Les deux parties, à mon avis, préparent des listes de noms de personnes à échanger. Pour ce qui est d'une prochaine rencontre, selon M. Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, eh bien, le principe d'un troisième tour de discussion aurait été accepté par les Russes et par les Ukrainiens, et qu'il aurait vraisemblablement lieu. En termes de date, on n'a pas encore de jour précis, mais vraisemblablement, cela pourrait intervenir au cours de la dernière dizaine de juin, c'est-à-dire d'ici 15 jours, le temps que les échanges se fassent et que ensuite on s'entende sur une nouvelle date. Donc ça, c'est pour les éléments qui sont directement dans le sillage de cette rencontre d'Istanbul. Alors parallèlement à cela, il y a eu d'autres développements en lien direct avec ces pourparlers. J'ai relevé tout d'abord les considérations de M. Kellogg, vous savez, l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine et la Russie. Alors Arnaud en avait parlé lundi, et s'était distingué ces derniers jours par des déclarations assez surprenantes par leur teneur, puisque bon, je rappelle il avait déclaré que comment dirais-je, la frustration de la Russie à l'égard de l'expansion de l'OTAN vers l'Est était compréhensible, premièrement, et que deuxièmement, toujours selon M. Kellogg, le président russe n'avait pas tort de considérer que le conflit en Ukraine était une guerre par procuration livrée par l'OTAN à la Russie. Eh bien, il a un peu continué sur ce registre puisqu'il a eu une troisième déclaration suite aux frappes spectaculaires ukrainiennes sur les bases stratégiques russes, en expliquant que ces frappes-là étaient de nature à augmenter le risque pour l'Ukraine, autrement dit qu'il y avait un risque d'escalade lié à ces actions de l'Ukraine. Donc, effectivement, toujours dans le même registre, surtout venant de quelqu'un qui est connu pour avoir un portage plutôt proche des Ukrainiens, contrairement à M. Witkoff, qui effectivement s'est distingué par des déclarations quand même assez similaires à ce qu'on peut entendre et lire en Russie. Et donc, M. Witkoff, dont on entend beaucoup moins parler, alors entre parenthèses, parce qu'il est très accaparé par les affaires moyen-orientales, il est en train d'être travaillé sur le dossier iranien, ce qui fait qu'il n'a pas le temps, évidemment. En tout cas, il n'est plus tellement sur le dossier russo-ukrainien, et ce qui laisse la place à M. Kellogg pour s'exprimer, occuper un petit peu plus ce dossier-là. Alors, ces déclarations sont intervenues alors que M. Yermak, Andrei Yermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, se rendait à Washington accompagné de la ministre ukrainienne de l'économie notamment, pour toute une série de rencontres avec des responsables de l'administration Trump. Alors, la délégation ukrainienne n'a pas rencontré le président américain. En revanche, le secrétaire d'État, M. Rubio, les a rencontrés. Il s'est passé peu de choses finalement. On ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences de cette visite. Apparemment, il n'y a pas eu vraiment de déclaration. Qu'est-ce qui a été ramené de cette visite à Washington? C'est pas clair. Visiblement pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas vraiment entendu parler. Probablement que M. Yermak a essayé de pousser, donner de l'eau au moulin à ce projet de nouvelles sanctions contre la Russie, qui, je le rappelle, est porté par le sénateur Lindsey Graham, qui continue de promouvoir ce projet de sanctions très très forte contre la Russie. Mais on a appris cette semaine par la presse que Donald Trump ne soutenait pas ce projet, d'une part, et que d'autre part, il aurait demandé au Sénat de ne pas encore examiner ce projet ces jours-ci, alors que c'était une volonté exprimée par le sénateur Graham de mettre à l'ordre du jour l'examen de ce projet de sanctions contre la Russie. Eh bien, le président américain a demandé à ce qu'on ne le fasse pas. D'autre part, le New York Times a rapporté le billet d'humeur de Donald Trump, qui serait, selon le journal américain, aussi bien agacé par Vladimir Poutine que par Volodymyr Zelensky, mais plus quand même contre Volodymyr Zelensky, car, selon le New York Times, le président ukrainien pousserait le monde vers la guerre nucléaire.
c'est l'expression retenue dans le journal. Alors, il y a eu, toujours en lien avec ces événements d'entretien téléphonique entre les deux présidents, russes et américains, hier, puis ensuite un entretien entre Vladimir Poutine et le pape Léon XIV. Les deux présidents sont américains, donc russe et américain, se sont parlé pendant un peu plus d'une heure et quart. Ils ont évoqué en gros deux sujets, l'Ukraine et l'Iran, dont je parlais tout à l'heure avec M. Witkoff. Donald Trump, dans son incontournable tweet post-conversation, a qualifié cet échange de positif, mais selon le président américain, pas de nature à conduire à une paix immédiate. Fin de citation. Et enfin, j'ai aussi relevé la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine qui s'est déroulée hier à Bruxelles, donc en présence des ministres de la Défense des pays de l'OTAN, plus des ministres de la Défense des pays hors OTAN qui apportent un soutien militaire à l'Ukraine, avec un absent remarqué, puisque c'est la première réunion du groupe de Ramstein en l'absence du chef du Pentagone, puisque M. Exet s'est pas rendu à la réunion, même en visio, il l'a boycotté, il avait annoncé qu'il n'y participerait pas, ce qui évidemment est un signal à relever. Donc, si on fait le bilan depuis lundi, il y a eu cette visite de Yermak manifestement peu conclusive, pas de présence de M. Exet à la réunion de Ramstein, l'entretien téléphonique entre M. Poutine et M. Trump, alors que M. Yermak n'a pas rencontré Donald Trump, ça fait une séquence donc je vais dire, moyennement conclusive d'une manière générale pour les Ukrainiens depuis maintenant 2-3 jours, sachant que hier il y a eu en plus, ça on l'a suivi, la tentative d'attaque contre le pont de Crimée encore qui avec l'envoi de drones pour le faire sauter qui n'a pas fonctionné. Et là, on croit comprendre qu'il y a encore des sabotages de voies ferrées dans la région de Voronezh aujourd'hui, ce qui rappelle un petit peu des choses qui se sont passées il y a quelques jours. Donc, une séquence pour l'instant, je dirais, en point de suspension en ce qui concerne quelque chose qui est essentiel, à savoir de quel côté penche la balance américaine, plutôt en faveur des Russes, plutôt en faveur des Ukrainiens. Pour l'instant, on dirait que c'est un petit peu toujours balle au centre, hein, mais avec quand même manifestement des éléments un peu de frustration à l'égard de la partie ukrainienne depuis ces attaques spectaculaires contre l'aérodrome stratégique et le dynamitage des ponts ferroviaires surtout, qui manifestement n'a pas été très apprécié à Washington. Je continue avec des éléments un petit peu plus éloignés, on va dire, mais toujours en matière politique étrangère, qui nous amène vers l'Asie, puisqu'il y a eu la visite de Sergei Shoigu en Corée du Nord. Sergei Shoigu, donc, qui est l'ancien ministre de la Défense et l'actuel secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération, qui a rencontré Kim Jong-un. C'est la deuxième visite de Sergei Shoigu en Corée du Nord en pratiquement 2 mois, un peu plus de 2 mois, puisqu'il s'y est rendu le 21 mars dernier. Avant donc les déclarations qui ont entouré, j'allais dire, la reconnaissance de la participation des troupes nord-coréennes à la reprise de contrôle de course, tout ce qu'il y a eu autour de cette reconnaissance. Donc, Sergei Shoigu en Corée du Nord, il a été question, sans surprise, en tout cas d'après les communiqués qui ont été publiés, hein, de l'Ukraine, du conflit en Ukraine et de l'assistance nord-coréenne. Alors, tout ceci est arrivé parallèlement, pratiquement, j'allais dire, jour pour jour, après la victoire du nouveau président sud-coréen à l'élection présidentielle. Alors, je vais essayer de prononcer le nom sans me décorcher, mais c'est M. Lee Jae-myung, qui a été élu donc président en Corée du Sud après une crise politique, hein, de plusieurs mois, donc qui a remporté l'élection. Et la visite de Sergei Shoigu intervient à peu près le lendemain de la proclamation des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce Lee Jae-myung et, j'allais dire, son état d'esprit à l'égard de la Russie et de ce qui se passe avec la Corée du Nord? Monsieur Lee Jae-myung a eu quelques déclarations sur le sujet. Tout d'abord, il a expliqué que, d'après lui, les relations entre Séoul et Moscou étaient beaucoup trop confrontationnelles, sous-entendu qu'il faudrait diminuer ce niveau de confrontation. Deuxièmement, il s'est dit préoccupé par la nature de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord, notamment en coopération militaire et le potentiel transfert de technologies militaires russes à la Corée du Nord. Ça, c'est quelque chose qui tout naturellement préoccupe fortement la Corée du Sud. Et on sait qu'il a nommé à un poste important un ancien ambassadeur de Corée du Sud, puisque Monsieur Lee Son-lak
ancien ambassadeur de Corée du Sud en Russie, a été nommé à la direction de la sécurité d'État de l'administration présidentielle, ce qui revient en fait à avoir la main sur la politique étrangère du pays. Donc, à voir si jamais il y aura une corrélation avec je dirais, le background de ce personnage, ou si jamais c'est lié peut-être à une autre partie de son background, mais on peut relever quand même que ce monsieur est passé par la capitale russe et qu'il va occuper un poste à très haute responsabilité. Et toujours pour rester sur l'Asie, je voulais revenir sur la visite de la veuve de l'ancien Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, qui est donc venu en Russie le 29 mai dernier. Elle a rencontré Vladimir Poutine. Donc Shinzo Abe, qui était, vous savez, Premier ministre japonais pendant la plus grande partie des années 2010, hein, en réalité, qui a été assassiné alors qu'il n'était plus en fonction à Nara, hein, qui est une ville magnifique pas très loin de Kyoto. Et donc sa veuve est venue rencontrer le président russe, après quoi elle s'est rendue au Bolchoï. Elle avait, alors on suspecte, hein, on pourrait dire une démarche de diplomatie parallèle japonaise, même si Tokyo a fait savoir que la démarche de Madame Akie Abe n'avait rien à voir avec évidemment une entreprise de diplomatie officielle, mais Madame Abe avait déjà eu le même type de visite avec Donald Trump après son élection. Elle l'avait rencontré en décembre 2024 et donc avant sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Il se dit que Madame Abe dispose d'un soutien politique auprès d'un ancien Premier ministre japonais qui est Monsieur Taro Aso, qui était Premier ministre de 2008 à 2009 lorsque Vladimir Poutine était lui-même Premier ministre en réalité et que Medvedev était président. Monsieur Taro Aso notamment était venu inaugurer à Sakhaline la première usine de GNL qui avait été ouverte à l'époque en grande pompe en présence de Monsieur Medvedev. Et donc, vous imaginez que la visite d'un officiel japonais sur l'île de Sakhaline, ça a une portée historique importante compte tenu de la place de cette île dans les relations entre les deux pays et du contentieux toujours entre les deux pays, d'ailleurs, certaines manières, liées aux îles. Voilà ce que je pouvais dire, Président, pour cette séquence. Merci, c'était très complet comme toujours. Donc, il y a pas de date fixée pour le troisième tour des négociations. Non, pas à ce C'est, jour, pas à ce jour. Il y a une fourchette, on pense que ce sera plutôt dans la dernière dizaine de juin, a priori, mais on va surveiller. d'accord. Concernant la Corée du Nord, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler très directement dans les nouvelles. Donc, on sait s'il y a toujours des troupes coréennes dans l'oblast de Koursk ou autant il y a une période, c'était quasiment quotidien. Là, ça a un peu disparu de l'actualité. On a des nouvelles. Alors, ça a un peu disparu, on en parle beaucoup moins. On en parlait beaucoup quand c'était encore l'administration Biden qui était en fonction et qui avait d'ailleurs fait savoir que ces combattants nord-coréens étaient des cibles en fait prioritaires, hein, en quelque sorte, pour les actions entreprises par l'armée ukrainienne. Donc là, évidemment, on en parle beaucoup moins. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours du matériel nord-coréen qui afflue vers la Russie et vers le front. On a notamment noté l'apparition de nouveaux mortiers de 60 mm et de 140 mm nord-coréens, mais là très récemment, sur la ligne de front. Donc il y a toujours évidemment de l'afflux de matériel vers la ligne de contact. Bah, on imagine que la visite de Shoigu est notamment pour demander la continuité du matériel, c'est ça? Non. Non, mais il y a des chances qui parlent effectivement, sans surprise, hein, de livraison de matériel. On peut imaginer des livraisons d'obus, hein, donc des choses qu'on a déjà dû voir et qu'on verra, à mon avis, encore. Peut-être encore des livraisons de pièces d'artillerie, qui donc sont un suivi des affaires et donc des contreparties que les Russes seraient prêts à offrir aux Nord-Coréens pour ces livraisons-là. Donc, on a déjà évoqué le secteur spatial, on a évoqué peut-être le secteur naval, encore que là, il y a eu des petites déconvenues du côté nord-coréen avec le chavirage d'un destroyer lors de sa mise à flot, mais certainement qu'ils avaient effectivement beaucoup de choses à se dire. Je crois. Si je peux me permettre, il y a un autre dossier économique bilatéral, mais qui a une forte portée symbolique et politique, c'est la construction d'un nouveau pont qui doit relier les deux pays. Et donc qui devra faciliter le trafic automobile, de fret et de toute marchandise entre les deux pays. Bien, merci de cette précision. Effectivement, c'est important. On va finir ce briefing avec une question
qui n'est pas lié directement à tout ça, mais ce qui est leur diplomatique. On nous demande comment est perçue par le Kremlin la visite d'État de Lula en France. C'est vrai que le Brésil, effectivement, est un membre important des BRICS. Est-ce qu'il y a des craintes de renversement d'alliance ou comment est-ce que c'est perçu? Alors, je suis prudent parce que je n'ai pas vu de réaction alors, officielle. Il n'y en aura pas, hein, évidemment. Mais même les experts ne se sont pas vraiment encore exprimés sur le sujet. Il faut dire que la visite est en cours. Donc c'est un sujet d'actualité immédiate. Peut-être que dans quelques jours, certaines analyses seront produites. Bon, pour ce qui est des sujets qui intéressent les Russes, d'abord, il faut rappeler que Lula a été à Moscou le 9 mai, ce qui est important. Lula est évidemment perçu comme un membre important, enfin comme le président d'un État important des BRICS, comme une des voix qui porte dans ce qu'on appelle, de façon un peu simpliste, le Sud global. Bon, pour l'instant, pas vraiment de réaction. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, dans son intervention, je crois que c'est une conférence de presse commune, mais à vérifier. En tout cas, il a pointé le sujet ukrainien. En fait, la France est d'accord avec Lula et Emmanuel Macron a beaucoup de points d'accord avec Lula sur plein de sujets, sauf deux, le Mercosur et l'Ukraine. Et sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a dit qu'on ne pouvait pas placer sur le même plan l'agresseur et l'agressé, la Russie et l'Ukraine. Alors on verra si c'est de nature à faire bouger la position brésilienne. Personnellement, j'en doute beaucoup. Mais c'est ça, à mon avis, que suivent les Russes, plus que les autres dossiers bilatéraux. Merci beaucoup. Eh bien, pas d'autres questions, donc nous allons nous donner rendez-vous lundi prochain. Donc pour comme toujours, le briefing du lundi est plutôt sur les positions comment, diplomatiques. Bon, enfin, si jamais il y a quelque chose à l'intérieur, on n'en parle pas. Mais évidemment, on va souhaiter déjà bonnes vacances à Arnaud, des vacances bien méritées, qui nous revient le 22 ou 23 juin, c'est ça? Voilà. Et donc, pour les prochains briefings, Igor va assurer l'ensemble des choses. Alors, dans les petits, brillamment comme toujours, bien entendu. Et dans les petites informations, peut-être pas lundi prochain ou le suivant, notre amie Anne Coldefi nous donnera, parce qu'on nous le demande toujours, les conseils de lecture de l'été. Voilà, donc toujours deux conseils de lecture avant l'été et avant Noël pour les cadeaux. Plage et pas plage, effectivement, neige et soleil, enfin voilà, c'est important. Donc il faudra voir s'il y a des conseils différents selon la saison, ça va être important de le savoir. Donc nous nous attendons tous. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.